Eh bien, bonjour Mylène. Eh bien, bonjour André. Merci d'être présent pour ce témoignage. Donc André, vous avez fait une séance d'hypnose régressive. Déjà, c'était il y a combien de temps? Je pense que c'était si je me trompe pas, c'était il y a 1 an et demi, je pense, ou 2 ans. C'était par rapport à la sortie du Covid, je pense, de la Covid, hein, du confinement. Mhm. Et je venais de me faire opérer de la colonne vertébrale, je pense. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes décidé à faire une séance d'hypnose régressive? Eh bien, parce qu'il m'arrivait beaucoup, beaucoup de choses bizarres, je dirais, mais bon, ça, c'est des choses qui m'arrivaient tout au long de ma vie, en fait. Et que en fait, ben, la Covid, j'avais du mal à marcher, donc j'étais tout seul chez moi et que bah, j'avais déjà fait des séances d'hypnose et donc voilà, j'ai coupé le téléphone, mais bien sûr, j'ai appelé quelqu'un et elle me rappelle. Donc voilà. Et donc, bah, je voulais savoir, j'avais déjà fait des séances d'hypnose régressive, comme ça, je dirais à l'arrache, un peu avec des amis. Et puis j'avais découvert des choses qui me paraissaient intéressantes. Et donc là, en fait, l'approche qui était de dire non seulement on fait de l'hypnose régressive, mais on nettoie au fur et à mesure ce qui ne va pas, c'est ce qui m'a attiré en fait dans cette séance, parce qu'effectivement, de faire des séances d'hypnose régressive sans faire tout le côté nettoyage, Mhm. je veux dire, bah, ça sert pas. Enfin, si, ça sert au niveau de la connaissance, mais ça sert pas dans la vie quotidienne et même dans la vie, enfin dans la vie tout court, quoi. Hein, voilà. Ouais. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vers moi? Eh ben, c'est fait. Bonne journée. C'est fait que je vous ai trouvé sur Internet. Je suis allé voir un petit peu ce que vous proposiez et puis les commentaires des gens qui avaient fait des séances et j'ai pensé que c'était effectivement ce qui me convenait. Voilà. D'accord. Très bien. Tout simplement. Toujours par rapport au nettoyage qui est fait Hmm. en même temps que les séances, quoi. Voilà. Ah oui. Ok. Alors, maintenant, je vais vous demander un petit peu comment c'est passé au niveau déjà de l'approche avec moi aussi, hein, c'est important. Oui, bien sûr. Bah, ça a été simple, hein, je veux dire, franchement, je pense que vous êtes d'un abord facile, donc pas sans problème, quoi. Je veux dire, bon, comme si je vous connaissais depuis longtemps, en fait, hein, donc sans problème. Je veux dire, j'ai pas de, je veux dire, moi, je marche au feeling, c'est-à-dire que Mhm. quand j'entends une voix ou que je vois quelqu'un, je sais si je peux faire confiance ou pas. Donc voilà. Et donc, bah, la confiance a été là tout de suite. Bon, on a discuté quand même une bonne heure avant, je pense, hein, avant de prendre Ouais. le rendez-vous. Et puis voilà. Puis ça me convenait. L'approche me convient. La démarche me convient également. Et puis, bah, j'étais curieux quand même. La curiosité, Hmm. n'est-ce pas, a fait que, bah oui, j'ai dit, allez, on y va. Alors que pour moi, c'était effectivement un effort financier assez important. Parce Ouais. que j'ai une toute petite retraite et que, voilà, donc je suis toujours obligé de dire aux gens, attention, moi, j'ai pas beaucoup de sous et tout, et bon, je veux dire, j'ai pu avec vous m'arranger, hein, c'est-à-dire payer en 2 fois et des choses comme ça. Après, c'est une question de confiance, hein, bien sûr, Tout à parce fait. que voilà. Mais bon, bah, je veux dire, je pense que vous aussi, vous devez savoir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Voilà, Exactement, ouais. c'est comme ça, quoi. Puis Bien bon, on est que, tous bon, les on deux. peut se tromper, mais Tout le monde peut se tromper. Mais on est tous les deux du Nord, et donc on sait aussi ça a une importance, quelque part. Parce que dans le Nord, la parole donnée est importante. ouais, ouais, ouais. Voilà, Hmm. c'est comme ça. Voilà. Enfin, avant, maintenant, je ne sais pas, mais les Oui, choses changent. oui, Les choses changent. c'est vrai. Ok, donc très bien. Donc effectivement, la confiance, c'est voilà, c'est très important. Avoir ce contact avant une séance, pouvoir échanger, voir si le feeling passe bien des deux côtés, si on peut s'entendre, si voilà, si on a une bonne connexion par rapport pour pouvoir faire cette séance correctement. Voilà. Voilà. Tous ces échanges. Alors je dis pas forcément 1 heure, hein, Oui, 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 oui. mais voilà, au moins un bon Ouais, quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir échanger ensemble des problématiques et de ce qui va être fait. Ok, très d'accord. bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment vous avez vécu cette séance? Bah, bah, je l'ai bien vécu, hein, d'abord. Enfin, il y a eu des moments quand même un peu difficiles pendant la séance.
Sur la mise en condition et sur le fait de passer en mode hypnose, j'ai pas de problème parce que c'est une technique que j'avais déjà expérimentée. Et donc, ça me pose pas de problème. Je veux dire, à partir du moment où la personne qui est en face à partir du moment où il y a un climat de confiance, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc, je suis parti assez rapidement, c'est-à-dire dans les 10 secondes, quoi, pour tout dire. Euh, L'ordinateur n'a pas été un frein. Alors ça c'est une question que je me posais parce que c'était la première fois que je faisais par hypnose, mais de toute façon, je n'avais pas la capacité physique à me déplacer. Oui. Sinon, je serais allé en présentiel, j'aurais été faire un tour en Normandie, j'ai des amis là-bas, mais j'ai pas pu l'envisager. Et donc, bah voilà, moi, la séance, elle s'est bien passée. Peut-être un petit bémol au niveau de l'enregistrement du son, mais c'est pas de votre faute, Oui. c'est de la mienne. J'ai pas pris le bon casque et après, je suis un peu gêné à la réécoute, quoi. Mais bon, je suis obligé de tendre l'oreille, mais c'est pas un problème. J'arrive à l'attendre. Donc Ok. voilà. Donc moi, la séance est bien passée. Voilà. Et Ok. elle a duré longtemps. Ça, c'est Oui. clair. Très longtemps. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de cette séance d'hypnose, ce qui vous a marqué, les bienfaits que vous en avez eus? Ben, j'ai eu, alors, au départ, donc moi, je n'arrive pas, sous hypnose, hein, de toute façon, j'arrive pas à visualiser les choses, mais elles se mettent en place dans mon cerveau. C'est-à-dire que je suis dans des situations et sans les voir, je veux dire, je peux les raconter. Mhm. Donc, j'ai pas cette faculté à visualiser, mais c'est depuis tout le temps, hein, je veux dire, et pour tout. Quand on dit fermer les yeux, visualiser, moi, je vois pas. C'est purement au niveau de l'intellect. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai découvert des choses que j'ignorais totalement. Euh, j'ai eu des choses qui ont été confirmées par les questions que j'ai posées. Et puis, je ne savais pas que j'avais autant de présence à l'intérieur de moi. Et ça a été une surprise. Ça a été une surprise, mais le fait que ça a été libéré tout au long de la séance qui a duré pas loin de 4 heures, quoi. Hein. Et donc, c'est quand même long, hein, 3h30, Oui, 4 heures, avec une petite pause pipi au milieu qui n'a pas à gêner le déroulement. Donc, je dis ça pour les gens. Si vous Mhm. avez envie d'aller aux toilettes, vous interrompez, vous y allez, vous revenez. C'est ça. C'est pas la peine de se retenir. On y va, on fait une pause, on revient. Surtout pas. Donc, bah ouais, surtout pas, parce que ça peut être gênant au niveau de l'état dans lequel on se plonge. Voilà. Voilà. Moi, bah après, j'ai découvert des vies, quoi, et j'ai compris pourquoi j'étais attiré par certaines périodes de l'histoire. Donc, et ça corroborait d'autres informations que j'avais eues avant. Mhm. Et puis, et d'autres non. La première, c'était une découverte totale où j'étais, en fait, je pense, dans le Moyen-Orient, puisqu'il y avait du désert et qu'à la fin, je me retuais par des gens sur des chameaux. Donc, forcément, je l'amène là-bas, quoi, dans cette période et dans ce lieu historique. Euh, et puis, j'ai su pourquoi j'étais un guerrier, parce que je sais que j'étais un guerrier, que j'étais. Tout au long de mes vies, j'ai fait beaucoup de guerres, énormément de guerres, et j'ai tué énormément de gens. Voilà, ça, et j'ai compris pourquoi. C'est parce que la première fois, je me suis fait tuer comme un mouton, voilà, sans me défendre, parce que j'étais paysan, je gardais j'élevais des moutons et des chèvres, et que, ben voilà, quand on n'a pas cette notion-là aujourd'hui, parce qu'on est tous plus ou moins, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on peut acheter une arme, on peut aller faire du close combat, on peut faire du judo, du machin, on peut acquérir des techniques de Mhm. lutte. Alors qu'à l'époque, bah, quand tu étais paysan, tu étais paysan. Voilà. Donc tu ne savais pas te servir d'une épée, d'un arc, sauf si tu allais à la chasse, mais là, ce n'était pas le cas. Et donc, de cette vie-là, il est resté une chose qui, je pense, dont a découlé beaucoup de mes vies suivantes, qui était la volonté de pouvoir me défendre. Mhm. C'est-à-dire de ne plus être quelqu'un qui subit.
Et c'est la raison pour laquelle, je pense, je me suis incarné après dans des vies où j'étais un soldat, où j'étais un combattant, où j'étais un croisé, j'étais un pirate, j'étais tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, en capacité de me battre pour ma vie, quoi. Voilà. Ouais. Et pour Mhm. la vie des miens aussi, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que la mienne, je veux dire, il y a aussi celle des gens. Voilà. Alors, j'étais aussi un peu surpris parce que je pensais que dans les incarnations, j'ai pas d'incarnation féminine. Et je veux dire que quelque part, je ne veux pas dire que ça me gêne, mais je pensais qu'on passait plus facilement d'homme à femme ou de femme à homme dans ces incarnations. Et en fait, moi, toutes les vies dont j'ai des réminiscences, en fait, sont des vies de mecs, quoi. Bon, voilà, c'est Bon, comme ça. après, peut-être que voilà, les vies de femmes, il n'y a pas grand-chose à aller voir peut-être à ce niveau-là, hein. C'est Ouais, justement, c'est peut-être, peut-être ouais. certainement plus calme. Certainement, oui. Pardon. Pardon. Ok. Est-ce que, alors je sais que c'était il y a 1 an et demi, hein, donc bon, ça Oui, j'ai s'efface un rien petit peu. oublié, j'ai rien Bon, oublié. ok. Tout est là. Euh, Est-ce qu'il y a justement quelque chose qui vous a le plus marqué quand même dans ce qui a été fait? Ce qui m'a le plus marqué, oui, ça a été. Il y a plusieurs choses. Alors, la première, c'est qu'il y avait quelqu'un qui restait accroché à mon âme, qui était en fait, qui venait de la première vie, là où je m'étais fait tuer. Et cette personne, j'ai réglé ma dette karmique avec lui en le tuant dans la vie suivante. Mais il est resté accroché à moi. Parce que dans la première vie, j'avais pris sa place. Il devait reprendre la ferme, épouser la fille, et moi j'avais été un enfant esclave entre guillemets, enfin acheté parce que quand les enfants n'avaient plus de parents, ben, on les vendait, Mhm. ce qui était mieux parce que sinon ils crevaient la dalle. Donc j'étais élevé avec cette fille qui était destinée à une espèce de contremaître. Et puis le fait qu'on ait été élevés ensemble et qu'on ait été tous les deux du même âge a fait qu'on s'est rapprochés et que cette fille, en fait, c'est avec moi qu'elle voulait faire sa vie. Et donc, j'ai fait ma vie avec elle, ce qui fait que je me suis occupé de ses parents quand ils étaient vieux et que j'ai récupéré la ferme et la fille. Le mec est parti, il est revenu à un moment donné, mais bien plus tard, peut-être 15 ans peut-être plus tard, un truc comme ça. Et il est revenu avec comment on appelle ça, les hommes bleus dans le désert, là, les Touaregs, là. Ils Mhm. sont venus sur des chameaux et puis ils nous ont. Enfin, voilà, c'est là où je me suis fait massacrer. Et ils ont tout volé et tout. Moi, je suis mort là. Et dans la vie suivante, c'était alors. Je pense que c'est suivant, alors que je veux dire, peut-être chronologiquement, ça fonctionne pas, mais je pense que quand même, dans la vie suivante, j'étais en fait dans une caverne. J'étais chef de clan et on allait à la chasse aux mammouths. Et je me suis arrangé pour que. Parce qu'il voulait prendre ma place en tant que chef. Et prendre ma place, ça voulait dire me tuer. Et donc là, j'ai pas voulu qu'il me tue. Et donc, je l'ai placé à un endroit très dangereux. Et malheureusement pour lui, il est mort, quoi. Mhm. Mhm. Et depuis ce temps-là, il était accroché à moi. C'est-à-dire Oui. qu'il n'était pas monté et il vivait avec moi. Et je pense que de temps en temps, il faisait partie des gens qui me mettaient des petits obstacles dans la vie. Donc ça m'a marqué. Deuxième chose qui m'a marqué, c'est une vie de croisée à Jérusalem, pendant la croisade où on a pris Jérusalem. Et donc, la prise de Jérusalem m'a marqué parce que je l'ai revécu et qu'on a tué tout le monde. D'ailleurs, on a tué des juifs, on a tué des musulmans, et puis on a tué les chrétiens, on a tué tous ceux qui étaient là. Et je me suis vu dans les rues de Jérusalem avec, je veux dire, on marchait sur les corps, on avait du sang pratiquement jusqu'aux genoux, tellement on avait tué de gens, enfin, il y avait des morts partout. Et de cette vie-là est resté en fait 2 fils d'argent qui me reliaient là-haut, ou je ne sais pas où, mais enfin là-haut, puisque pour nous ça descend. Et en fait, j'étais surpris que c'était un imam et un rabbin qui étaient toujours liés à moi. Et c'était pour c'était en lien avec cet événement et ils étaient
ils étaient là pour me remettre à chaque fois sur le droit chemin, quoi. Voilà. Mm. Et en fait, c'est un truc assez extraordinaire parce que j'avais juste ici, au-dessus de la tête, j'avais un trou qui ne se refermait jamais, une plaie, voilà, et qui s'est refermé depuis. Alors, j'ai 70 ans aujourd'hui, ça veut dire que ça faisait plus de 68 ans que cette plaie était là. Et donc, toujours, je me grattais la tête, ça me gênait et tout. Et du moment où ils ont accepté de partir, parce que là, c'est vous qui intervenez en leur disant, est-ce que maintenant vous pouvez, est-ce que vous considérez qu'il a compris et que vous pouvez le libérer de ça? Et ils sont effectivement partis. Et ça me change la vie parce que j'ai arrêté de me gratter la tête tous les jours. Voilà. Alors, ça me surprend d'autant plus qu'à un moment donné, je sais que dans mes vies, j'étais rabbin dans une de mes vies. Et donc, je suis surpris parce que je pensais que ça aurait réglé ça, mais apparemment, ça ne l'avait pas réglé. Alors, du coup, j'ai su que j'étais quelqu'un qui avait fait mais je savais déjà, parce que comme je sais que j'ai fait beaucoup de guerres, et avant de faire cette séance, j'ai écrit un texte qui s'appelle Karma croisé, et parce que je sais que j'étais croisé, et j'ai bien été croisé 3 fois, parce que j'ai participé à la prise de Jérusalem. J'étais croisé au moment où on a quitté Saint-Jean d'Acre, à Caux, aujourd'hui, en Israël, et que je me suis vu partir sur le dernier bateau des croisés. Donc, il mettait fin à notre présence sur la Terre Sainte. Et, euh, et puis la troisième, là où vous m'aviez dit, mais quand même, 3 croisades, ça fait beaucoup. Mais la troisième, c'était la croisade des Albigeois qui a eu lieu en France pour éradiquer ce qu'on a appelé l'hérésie cathare. Et là, j'étais quelqu'un qui venait du Nord, donc de la langue d'Oil, et on est allé dans le pays de Cocagne, qui était le Languedoc, et on a massacré, encore une fois, au nom de Dieu et de l'Église, ou plutôt au nom de l'Église et de Dieu, Mm. parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui nous dit va tuer, c'est bien l'Église pour asseoir son pouvoir qui a fait ça. Et moi, je participais, vas-y, pleinement et tout. Et là aussi, j'étais à Béziers quand on a massacré la population de Béziers, et où je ne sais plus le nom de l'évêque, mais il avait dit tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et moi, j'étais parmi ceux qui les tuaient. Voilà. Et je n'en suis pas fier, mais je garde de cette vie-là, en fait, de ces vies-là, je garde 2 choses. D'une part, un intérêt pour l'histoire, pour les croisés, et je garde également, donc je veux dire, je vais toujours voir la vie des croisés et tout, je ne veux pas dire que je suis un spécialiste, mais enfin, je m'y intéresse beaucoup, et Mhm. également pour les Cathares. Alors, j'étais surpris parce que comme je vous ai parlé de la croisade des Cathares, vous ne sembliez pas trop situer ça, quoi. Et en fait, c'est à la fin des croisades, et puis c'était sous les ordres du pape, quoi. En fait, les Cathares prenaient de plus en plus, l'Église cathare prenait de plus en plus d'importance. Une Église entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas d'Église, justement. Donc, il n'y avait pas besoin d'affirmer la présence de Dieu. C'était simplement des gens, c'était des guérisseurs, en fait. Et pour ceux qui connaissent, les Cathares étaient les héritiers des Esséniens. Voilà. Et donc, ça, j'ai compris. Donc ça, j'ai bien compris qu'il fallait arrêter de tuer au nom de Dieu, que c'était l'hérésie, c'était Mm. celle-là. L'hérésie, tu peux pas tuer au nom de Dieu. Je veux dire, quand on réfléchit maintenant, mais on a accès à beaucoup plus d'informations qu'on ne l'avait à l'époque. Ouais. Et voilà, donc ça maintenant j'ai compris. Ça, donc d'abord j'ai compris, j'en garde une grande méfiance vis-à-vis du clergé. Donc je suis devenu anticlérical convaincu, mais pas athée. Je veux dire, je pense qu'il y a une puissance supérieure qui nous guide. Et le monde ne serait pas comme ça. Enfin, c'est pas possible. Le monde est forcément. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse Oh là, oui. complètement, complètement. Mais par contre, je veux dire, la certitude que j'ai, c'est effectivement qu'on a plusieurs vies, que la vie terrestre, c'est que dalle, quoi. En fait, c'est comme une salle d'études où on fait des devoirs, quoi. Voilà, on apprend des choses et après on monte
et que la vraie vie, elle est là-haut, et après, qu'est-ce qu'on devient, je veux dire. Peut-être que quand on se groupe, j'ai eu des messages qui disaient que quand on se groupe à plusieurs âmes, quand on arrive, je dirais, à la fin de nos classes d'études, quand on a fini nos devoirs terrestres, on peut créer des nouvelles planètes en se groupant entre âmes qui sont d'un niveau plus élevé. Et les novas viendraient de là, quoi. Donc l'univers n'est pas du tout ce qu'on pense, quoi, en fait. Oui, Enfin, oui. Bah, voilà. puis de toute façon, voilà, on verra quand on y sera de toute façon. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je voudrais juste revenir justement, parce que vous avez évoqué pas mal de vies de guerriers. Alors, vous avez très bien évoqué malheureusement tous ces morts, tout ce qui s'est Ouais. passé. Alors, j'aimerais, je l'espère, pouvoir rassurer un petit peu les gens et justement me dire un petit peu comment vous avez perçu ça, si de votre part, je sais pas, ça vous a fait peur, si vous avez trouvé ça horrible, Ouais. comment vous le percevez, comment se met en place les choses en fait pour vous? Bah, les choses, elles se mettent en place, je dirais, naturellement, entre guillemets, puisque ça n'a rien de naturel. Mais en fait, je veux dire, c'est des choses que je savais déjà à l'intérieur de moi Oui. et qui ont confirmé la chose. Et le fait que, effectivement, j'ai fait beaucoup de guerres, que je pense qu'on a tous été bourreaux, on a tous été victimes. Voilà, je veux dire ça, faut pas penser que si on est gentil aujourd'hui, on a toujours été gentil. Hmm. Non, on a été méchant, on a été mauvais, on a été salopard, mais on a été aussi, dans certaines vies, des anges. On a tendu la main à d'autres gens et que, je veux dire, chaque geste, et aujourd'hui ça, j'ai appris ça, chaque geste que l'on fait pour euh, pour aider quelqu'un, dans quelque situation que ce soit, ce geste-là vous fait grandir votre âme. Chaque geste que vous faites négatif, ça retire un peu de lumière à votre âme. Mhm. Donc, je veux dire, bah, les choses sont simples pour moi. C'est aujourd'hui, bah, j'essaye de faire le bien. Voilà. Comme vous, de toute façon, quand on s'appelle des biens, je veux dire, forcément, on fait du bien. C'est clair. Enfin, pour moi, c'est clair. Et moi, maintenant, j'ai compris ça. Alors, j'ai compris aussi beaucoup d'autres choses, parce que c'est pas ces seules vies que j'ai eues. J'ai eu une vie de pirate pendant laquelle ils m'ont coupé la jambe gauche, et j'ai toujours cette sensation de la jambe gauche qui va pas bien. J'ai également, euh, bah, j'avais une blessure au dos. Je pense que ça date de la première vie, parce que quand j'ai été tué, ça a été d'un coup de lance dans le dos, et cette douleur a disparu. Celle dans la jambe gauche, elle est encore problématique et elle est en train de disparaître petit à petit parce que, enfin, bon, j'ai plein de problèmes du côté gauche. Euh, donc c'est le côté cœur. J'ai même un problème côté cœur. Dans cette vie-là aussi, dans cette vie présente, là, j'ai commis un assassinat. Et, et c'était en fait une dette karmique. Et donc, en fait, c'était une femme qui m'avait tué il y a longtemps en Égypte et qui était en situation de pouvoir, qui était reine d'Égypte, hein, pour tout dire. Et donc, elle régnait à la place de son fils, mais elle avait un goût du pouvoir très prononcé. Et cette femme, et à un moment donné, ben, moi j'étais ce qu'on pourrait appeler, j'étais grand vizir en fait, j'étais ce qu'on peut appeler premier ministre à l'époque, et j'étais parti faire un voyage pour aller récupérer les tribus que certains peuples qu'on avait soumis devaient nous payer et qui nous payaient pas. Donc j'étais parti à la tête d'une troupe de 2000 soldats plus 500-600 personnes, hein, parce que les soldats, il faut bien des gens pour les nourrir et pour entretenir leurs armes et les choses comme ça. Les gens ne savent pas ça, hein, je veux dire, mais derrière une armée, il y a toujours une foultitude de gens Hmm. pour, euh, pour les aider. Et donc, et puis quand je suis revenu, en fait, ouais, j'ai commis un acte, ben, je l'ai trompé, et j'étais salaud, encore une fois, hein, dans cette vie-là, c'était pas terrible. Et j'avais pratiquement enlevé une femme là-bas, et je l'avais ramenée avec moi, et puis et ça n'a pas plu. Et donc un jour, elle m'a étouffé, et puis elle a jeté mon corps au crocodile.
C'est marrant parce que j'ai toujours voulu ouvrir une ferme aux crocodiles. Et donc, les crocodiles, en fait, j'en ai. De l'Égypte, je garde cet amour des crocodiles, mais enfin, pas l'amour qui me bouffe, hein. Ouais. Et voilà. Et donc, en fait, le fait de me jeter au crocodile, c'était pour elle une façon de. À l'époque, c'est ce qu'on croyait, de tuer mon âme, quoi, d'empêcher mon âme de poursuivre son voyage. Donc, mais j'ai poursuivi le voyage et j'ai reçu en écriture automatique des courriers de cette femme quand j'étais en prison, puisque bien sûr je suis allé en prison, hein, je me suis livré, j'étais dans cette vie-là, j'étais militant des droits de l'homme, donc c'était pas forcément pour tuer une femme, vous comprendrez bien. Et donc, mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et dans les lettres qu'elle m'a envoyées, j'ai reçu une vingtaine de lettres, 18 pour être exact, que j'ai et que je peux montrer, ça ne me pose pas de problème. Euh, elle m'a dit d'abord les lettres, je les ai relues longtemps avant pour les gens qui pratiquent l'écriture automatique, ils savent très bien qu'on ne sait pas ce qu'on écrit. Je veux dire, ça se passe très très vite. C'est-à-dire en 30 secondes, tu as écrit une lettre et moi je ne les relisais pas puisque de toute façon ça venait d'un endroit où je ne voulais pas d'une personne avec laquelle j'avais pas envie de communiquer. Je venais de la tuer, donc forcément. Et elle était présente dans ma cellule. Il y avait son parfum. C'était horrible pour moi. J'avais l'impression de devenir fou. Parce que je me suis dit, si elle est là, c'est pour me faire du mal et me tuer. Ce qui est normal, quoi, hein, vu ce que j'avais commis. Mais en fait, en les relisant bien longtemps après, c'est-à-dire quand j'étais sorti de prison, c'était en fait des lettres pour m'empêcher de me suicider. Parce que forcément, ayant tué quelqu'un, moi, je suis plutôt pour la loi du talion, et donc je dis, bah, puisque je l'ai tué, il faut que je me tue, quoi. Donc, et je dirais que c'est une femme qui m'a sauvé de ça. C'était une psychiatre de la pénitentiaire qui m'a dit, monsieur, si vous vous tuez là, ben vous allez reporter ça sur les générations suivantes. Vous avez tué quelqu'un, vous avez tué cette femme, vous devez aller au procès, vous devez affronter l'acte que vous avez commis. Ben, ce que j'ai fait, puisque j'ai entendu ça, puis ben, voilà, je suis toujours là. C'est que mon heure n'était pas venue, quoi. Je suis passé très près, hein, très très près, mais voilà. Oui, quand vous m'aviez contacté, ça n'allait pas fort du Oui, tout, justement. bah oui. Oui. Pendant cette séance, donc, vous avez pu avoir des explications, vous avez pu échanger avec elle de mémoire. Oui, oui. Oui, bah, Qu'est-ce que... elle a confirmé en fait tout ce qu'elle avait écrit dans ses lettres et le fait qu'effectivement, c'était une dette karmique et c'est elle qui a voulu le régler par la violence, alors qu'on peut toujours régler une dette par l'amour. Mhm. Et moi, je voulais la régler par l'amour parce que j'en ai marre d'être violent. Voilà. Mais elle voulait que ça soit comme ça et elle m'a remercié. Je l'ai eu après hein, et tout ça, mais je veux dire, pour moi, je dirais qu'à la limite, je suis pressé de monter. Voilà, je suis pressé d'aller là-haut. Et là, à chaque fois, on me dit non, c'est pas l'heure, tu as encore des choses à faire. Et donc, bah, je continue à faire les choses que j'ai à faire. Et donc, voilà, mais elle m'a bien confirmé ça. J'ai une autre confirmation qui me paraissait essentielle, c'est que toute ma vie, j'étais confronté à l'avortement. Mhm. Ma mère m'a dit, charmante femme, t'es venue entre deux avortements et j'ai raté le tien. J'avais 15 ans, j'ai dit merci maman, c'est gentil. Quand tu commences à te construire en tant que mec à l'adolescence, c'est pas vraiment ce qui t'aide le plus. Ensuite, elle m'a dit, enfin, après j'ai eu ma première femme, je l'ai épousée, c'était mon amour de jeunesse et de lycée. Et en fait, je l'ai aidée à se faire avorter alors que c'était pas un enfant de moi, puisqu'on ne sortait plus ensemble et elle couchait à droite, à gauche, elle couchait. C'était un petit peu son problème à elle. Elle était nymphomane. Et elle était tombée enceinte puisqu'elle ne prenait pas de précautions. C'était dans les années 70, c'était en 72. Et à cette époque-là, je veux dire, pour se faire avorter, il fallait aller en Hollande. Mais pour sortir de France, il fallait avoir l'autorisation des parents parce qu'on était mineurs. On est devenu majeur en 74 avec Giscard d'Estaing. Et donc, je l'ai aidée et après, elle m'a dénoncé. Donc, j'étais accusé de complicité d'avortement, ce qui était quand même sympa parce que franchement,
j'avais fait que l'accompagner parce que les personnes qu'elle avait trouvées pour se faire avorter, ben, c'était un étudiant en médecine, mais il voulait. La condition, c'était qu'il fasse l'amour avant avec elle, parce qu'il disait bah, le mal est fait, donc maintenant, ben, voilà. Donc j'ai dit c'est quand même pas une bonne solution. Puis on a trouvé un médecin qui était installé et qui l'a fait, quoi, voilà. Et donc, ben, je me suis retrouvé en prison pour la première fois, enfin, en garde à vue, et où le risque c'était 5 ans de prison à l'époque pour complicité d'avortement, excitation de mineurs à la débauche. Je ne savais même pas que ça existait. Mhm. Et donc, on était ensemble la nuit en garde à vue, et donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais dire, je t'aide. J'ai trouvé de l'argent pour payer, parce qu'elle n'avait pas de sous, bien sûr, machin et tout. Je n'ai rien fait dans l'histoire, j'ai fait que t'aider à ta demande. Et il y avait aussi quelqu'un d'autre qui nous avait aidé, un adulte, et qu'elle foutait dans la merde aussi. C'était un prof. Et donc, je veux dire, lui, il risquait toute sa carrière, quoi, en clair. Mhm. Et donc, bah, elle m'a dit, mais ce que je veux, c'est me marier avec toi. Putain, là, j'ai dit, mais t'es cinglé, toi. Donc, finalement, bah, je lui ai dit, d'accord, je vais me marier avec toi. Je lui ai expliqué ce qu'elle devait dire. Voilà, donc elle a raconté que tout ce qu'elle avait dit n'était pas vrai et qu'elle avait fait ça pour me punir parce que je l'avais quittée et qu'elle voulait, en fait, ressortir avec moi et se marier avec moi. Et donc, quand elle a eu dit ça, moi, j'ai dit à ses parents, c'est d'accord, je l'épouse. J'ai dit à tes parents, c'est d'accord. Et je l'ai fait, j'ai tenu ma parole, parce que quand on donne sa parole, on la donne, quoi. Et donc, Ok. je n'ai pas été poursuivi pour ça. Et Ok. encore, après toute ma vie, j'étais confronté à des situations d'avortement. Mais celle-là, il faut que je vous la dise, Voilà, que je la d'accord. dise, voilà. On n'allait pas Et donc, raconter après, toutes les voilà. situations, mais Ah ouais, voilà. Il y a un schéma récurrent par rapport à récurrent. Et ça. en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai posé la question, je me suis posé la question pourquoi. Et en fait, la réponse, elle est simple. C'est d'une part que quand on. Enfin, les femmes euh, doivent décider seules du fait d'avorter ou de ne pas avorter, que ça ne regarde personne d'autre qu'elles, de façon intime. Parce que quand il y a un avortement, même s'il est au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, ce sont en fait des âmes qui n'ont pas fini leur vie terrestre et qui reviennent et qui doivent passer encore 3 mois dans le ventre de leur mère ou sur Terre, je ne sais pas comment ça se passe. Et donc, voilà, et donc on ne devait pas juger. Mais c'est dans la Bible, hein, tu ne jugeras pas, je veux dire, ça j'ai appris à ne plus juger, hein. Mais Donc, est-ce que c'est la séance qui vous a apporté ça? ah Ou oui, ça, tout à fait. oui. Ah oui, oui, si j'avais pas eu la séance, je ne le saurais pas aujourd'hui. Mhm. Et aussi, ma mère aussi, elle était là pour me remettre ces situations d'avortement. Alors c'était lié à quoi? Ben, c'était lié au fait que ben, dans ces vies de guerriers, de croisés et tout ça, et puis de mecs qui se battaient pour l'Église, ben, on a brûlé des femmes aussi, des sorcières, Mhm. des machins comme ça, et que, ben voilà, ben, faut pas brûler les femmes, je veux dire. Voilà, c'est pas. Et donc, j'ai appris ça, là, ce truc-là, qu'on était nombreux à avoir fait ce genre de choses, et qu'à un moment donné, il faut apprendre pourquoi les choses se passent de cette façon-là, et Mhm. pourquoi on ne doit pas intervenir. Voilà, tout simplement. Donc ça a été bah, une découverte en fin de séance, puisque les questions viennent en fin de séance. Mhm. Et voilà, moi je dois dire que j'étais aussi un peu épuisé, parce que le temps que ça a duré, c'était fou, quoi. Alors, il y a une autre chose qui m'a marqué aussi, je le dis pendant que j'y pense, c'est qu'à un moment donné, j'avais des boules à l'intérieur de moi, comme on va dire des bulles de savon ou des trucs comme ça. Et en fait, j'avais sur une radio, alors malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé parce qu'à un moment donné, ils ont réclamé de rendre nos radios argentiques parce que c'était polluant, donc c'était les vieilles radios. Mais je me souviens très bien que j'avais des boules à l'intérieur de mon corps et que j'avais demandé au mec qui faisait les radios, là, enfin au technicien, je dis mais qu'est-ce que c'est? Ben non, au médecin, je dis mais c'est quoi ces boules? Et lui, sa réponse, c'était bah, c'est des bulles d'air. Mais en fait, non, c'était des trucs qui m'étaient rentrés dans le corps. Mhm. Et elle m'était rentrée dans le corps de façon très, très, très sympa, puisqu'elle m'était rentrée par le cul. Et qu'il y avait une entité qui était à l'intérieur de moi aussi, et qui, à un moment donné, avec qui vous avez discuté, et qui était comme une espèce de gargouille assez,
une bête noire comme un griffon, enfin c'est quelque chose de pas beau, et avec qui vous avez dialogué vous longtemps pendant la séance, et c'est lui qui a indiqué les boules et puis qui rigolait en disant bah oui, à un moment donné je me souviens, il dit mais pourquoi vous rigolez? Ah bah c'est parce que ça lui est rentré par le cul quoi, donc ça me fait rire, merci, c'est gentil, et voilà. Et puis c'est donc elles sont parties aussi. Cette bête est partie, cette espèce de gargouille qui m'était rentrée par la gorge. Je l'ai vomi pendant la séance, de façon, mais vraiment vomi. Euh, et par contre, elle a essayé de revenir la nuit suivante, Mmh. mais j'étais prêt et je ne l'ai pas laissé rentrer. Et par contre, on a refait une séance du coup, parce Ouais. que je voulais vérifier qu'elle soit bien partie. Mmh. Et donc ça, je veux le dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que vous faites le service après-vente. C'est ça. C'est ce que je dis tout le temps. Ben ouais, c'est vrai. Donc je peux en témoigner parce qu'effectivement, on a refait une séance et vous m'avez dit, bah, écoutez, bah, comme j'avais pas beaucoup de sous, je vous ai dit, écoutez, si moi j'ai pas de sous, vous m'avez dit, bah, de toute façon, c'est pas une question d'argent au départ. Elle dit, on verra bien. Et puis finalement, la séance, encore une fois, elle a duré, comme d'habitude avec moi. Et donc après, bah, j'ai payé, je sais plus, j'ai payé une somme, je crois 80 euros, mais que je trouvais qui était pas volé du tout et que vous méritiez parce qu'effectivement, vous avez fait votre travail et jusqu'au bout, quoi. Et vous l'auriez fait même si je n'avais pas pu vous donner les 80 euros. C'est Mmh, ça que mmh. je veux dire, hein. Donc, Ouais, c'était pas une question d'argent et ça, voilà. Voilà. ouais. OK. Je voulais toujours revenir sur une chose, tout à l'heure aussi, j'avais déjà évoqué, hein, mais par rapport à tous ces morts, à tout ce qui était vécu, et cetera. Vous avez dit que vous visualisez pas forcément, donc c'est bon, ça reste subtil, hein, on est d'accord? Oui, oui, Certains peuvent, visualiser, bien, d'autres c'est beaucoup plus subtil, et cetera. Ce que je veux dire aux gens, c'est de ne pas avoir peur par rapport à tout oui, ça. oui, Non, non, mais oui, parce que ça peut faire peur, tout ce que vous avez oui, évoqué, ça oui, peut, bah, voilà, ah oui, je me doute. ça peut faire très peur. Heu Tout ce que de toute façon vous visualisez ou tout ce que vous ressentez, c'est des choses qui sont, que vous pouvez, supporter ou voir, d'accord? C'est votre subconscient qui vous amène à tout ça, donc il vous connaît très bien, il sait très bien comment emmener les choses et ce que vous pouvez voir ou pas. Vous n'êtes pas forcément obligé de ressentir, vous n'êtes pas forcément obligé de voir. Il y a toujours, des méthodes pour, On revit pas les choses, hein. Je veux dire, moi, non, je les ai vues, je les ai pas revécues. C'est-à-dire, que voilà, j'étais pas dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai massacré tout le monde voilà. à Jérusalem. Je veux dire, je me suis pas vu en train de tuer, de massacrer et tout. J'ai vu le résultat, ça m'a suffi. Je dis, c'est bon, Voilà, c'est un peu voilà. comme si on est observateur, voilà, on Ouais, tout à peut. fait. Ouais, ouais. Après, si jamais il y a des ressentis qui sont trop forts, moi je peux mettre à distance les choses. On peut, voilà, il y a toujours des Oui, moyens de faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est pour ça que c'est un échange. Il faut dialoguer. oui, oui, ça Il c'est. faut me dire aussi, voilà, comment ça se passe. Mais ça se passe en douceur, hein, je veux dire. Enfin, moi, je dis les choses parce que je peux pas vous raconter que j'étais nourrice et que je m'occupais d'enfants. C'était pas le cas. Je veux dire, j'étais un guerrier, j'ai fait des guerres. De toute façon, pour faire des guerres, il faut des guerriers. S'il n'y avait pas de guerriers, il n'y aurait pas de guerre. Donc, je vous invite à regarder, à lire un livre de Stéphane Alix, Quand j'étais quelqu'un d'autre. C'est un gars qui est aujourd'hui un pacifiste, un journaliste, qui a écrit, il a découvert qu'il était SS pendant la guerre 40. Et il a retrouvé la tombe du SS qu'il était. Mais aujourd'hui, c'est un militant des droits de l'homme. Donc je veux dire, mais pour être gentil, il faut avoir été méchant. Hum, hum. Voilà. Parce que pour arrêter de tuer, ben, il faut avoir été tueur. Parce que si on ne l'a pas été et que naturellement on est gentil, ben, on est gentil. Mais je veux dire, t'as pas bougé de ton âme. Tu as commencé gentil, tu finis gentil. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. On est sur Terre pour faire des expériences. Et s'il y a des. Alors, par exemple, moi, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul. Quand je vois quelqu'un qui meurt d'un accident de la route, je me dis, ben, c'était son heure. Il devait vivre ce truc-là. Mhm, mhm. Voilà. Moi, j'ai revécu un accident de la mine, mais je l'ai revécu déjà dans plusieurs séances d'hypnose, mais je l'ai revécu également pendant cette séance-là, Ouais. parce que j'ai tout fait, et en fait, et je suis revenu à l'endroit dans lequel je suis né. Je suis né à 100 mètres de la maison où je suis, en ayant fait le Tour de France et tout. Je suis revenu, je suis dans le Pas-de-Calais, à Liévin, dans les mines, et ce qui est pas vraiment je venais de Toulouse, mais je suis revenu pour m'occuper de ma mère. Parce que bien que j'ai eu des relations très conflictuelles avec elle,
j'ai toujours su que je l'accompagnerais jusqu'à la fin de sa vie, et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris 10 ans de la mienne, et je lui ai dit, j'espère qu'on a réglé tous nos comptes. J'ai pas envie de te revoir dans la prochaine vie comme mère, quoi. Voilà, donc